Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Vox Hebdo sur Vox TV. Dans ce numéro, le boycott des élections législatives par l'opposition tchadienne, le cumul de plusieurs mois d'arriérés des agents des mairies du Congo, l'examen de la loi de finances exercice 2025 au niveau du Parlement. Et la particularité de cette loi, c'est l'introduction de l'impôt de solidarité nationale. Sur ce plateau, Franck David Batola, rédacteur en chef de Vox Pointe-Noire, en face de Franck Albert Mianzoukuta, directeur des publications du journal La Semaine africaine, et en face de Mianzoukuta, à côté de Franck, Alphonse Ndongo, journaliste indépendant spécialisé dans les questions économiques. Bonjour messieurs. Et Bonjour. Bienvenue sur ce plateau de Vox Hebdo. Merci. Rendons-nous maintenant au Tchad pour suivre la décision prise par les partis de l'opposition avant les élections législatives prévues le 29 décembre. Pour les élections législatives, l'opposition tchadienne passe à l'action. Plusieurs partis d'opposition ont annoncé qu'ils boycotteront les scrutins du 29 décembre. La décision a été prise par une quinzaine de formations politiques qui jugent que les conditions pour des élections justes et transparentes ne sont pas réunies. L'opposition demandait une révision du fichier électoral et du découpage des circonscriptions, ainsi que des garanties pour des élections transparentes, mais ces demandes n'ont pas été accueillies. Les partis dénoncent des élections qu'ils estiment jouées d'avance, avec des résultats qui favoriseraient le pouvoir. Ils avertissent qu'aller aux urnes dans ces conditions pourrait compromettre l'avenir démocratique du pays pour des décennies. Cette situation met en lumière les tensions politiques au Tchad. Les prochaines semaines seront déterminantes pour savoir si un compromis est possible et si les élections pourront se tenir dans de meilleures conditions. Alors, nous avons vu que les partis de l'opposition vont boycotter les élections législatives qui seront organisées le 29 décembre. Albert, comment peut-on penser, que peut-on penser de la décision de l'opposition tchadienne? Est-ce qu'elle a raison ou c'est toujours, comme d'habitude, l'opposition en Afrique doit toujours être dans la contestation? Oui, non. C'est-à-dire que, comme en Afrique, oui, le Tchad est un pays africain, qui plus est, un pays d'Afrique centrale, une Afrique centrale qui n'est pas exemplaire en matière de processus démocratique. Donc, le Tchad ne pouvait pas échapper à ce genre de complications. Mais il faut reconnaître deux choses. Ce que demande l'opposition, comme toujours justement l'opposition africaine, en principe est raisonnable, c'est-à-dire le découpage électoral, le refaire à l'accord, à l'acceptation de tous les acteurs politiques du Tchad, et puis fixer une nouvelle date. Dans l'élément, nous ne l'avons pas peut-être entendu, mais fixer une nouvelle date parce que il y a une situation exceptionnelle au Tchad aujourd'hui avec les pluies et surtout les inondations. Et donc, ces inondations qui rendent difficile la circulation des équipes de scrutateurs vont compliquer la situation et ne vont pas faciliter le bon déroulement des opérations. Donc ça, c'est une partie de l'argumentaire avancé par cette opposition et qui peut être entendue parce que, bon, effectivement, ce n'est pas tout à fait le pouvoir ni l'opposition d'ailleurs qui sont responsables d'une pluviométrie cette année plus abondante que jamais, qui voit le Logone et le Chari
débordés de leur lit et donc des maisons inondées avec des morts déjà. Alors voilà, donc il faut tenir compte de cela. C'est-à-dire que pour réfléchir, pour répondre correctement à votre question, oui, une partie de la revendication est justifiée. Non, le problème c'est que même les revendications les plus farfelues peuvent trouver réponse dans une attitude raisonnable à condition que la majorité ou l'opposition s'y mettent. Or ici, c'est comme un bras de fer, la majorité niant l'évidence de la difficulté et l'opposition faisant le forcing, disant les élections sont déjà jouées d'avance et tout ça. C'est du scénario de déjà vu au Tchad, mais aussi ailleurs, et donc voilà quoi. Oui, Alphonse, c'est le scénario déjà vu en Afrique, c'est comme si les élections doivent toujours être gagnées par ceux qui les organisent, le pouvoir. Est-ce que le Tchad, l'opposition, a-t-elle raison d'évoquer a-t-elle raison d'évoquer les raisons qu'elle donne, permettez la tautologie sur les conditions climatiques? Est-ce que c'est une raison suffisante pour aller au boycott, pour prôner le boycott? Alors, le landerneau politique tchadien, comme d'ailleurs dans beaucoup de pays africains, est souvent régulé par ceux qui sont au pouvoir, parce que ce sont les plus puissants. Et en ce qui concerne le Tchad, il faut le relever, hein, c'est depuis 2015 qu'on aurait dû tenir déjà les législatives. Et il y a eu des retards du fait, n'est-ce pas, de la situation financière que traversait le pays à l'époque. Là, c'est sous feu le président Idriss Déby Itno, et reporté à cause évidemment de l'assassinat de ce dernier dans des conditions que tout le monde connaît. Et puis, on est arrivé à cette transition démocratique, enfin, transition au Tchad. Il fallait donc un peu que l'on puisse remettre la superstructure politique en marche. Et bon, là, si vous voyez très bien, je pense que tel que l'opposition tchadienne est en train de vouloir engager un bras de fer avec le pouvoir, c'est déjà à l'observation, c'est en sa défaveur, comme vous le savez très bien. Les nouveaux maîtres des lieux me paraissent certainement engagés dans une politique de pouvoir rafler la mise au cours de cette émission, de cette législative. Est-ce que c'est la meilleure façon pour l'opposition de ne pas vouloir aller affronter le pouvoir sur le terrain politique, même si on sait que les dés sont pipés à l'avance, mais je crois qu'au-delà des conditions climatiques, il faut surtout reconnaître que il y a le fait que l'opposition se demande à quoi ça sert d'aller prendre part à une élection qui apparemment est déjà gagnée à l'avance par ceux qui sont au pouvoir. Mais il ne faut pas toujours réfléchir ici. Je crois que Masra, le président des transformateurs, disait qu'il va se fendre d'une déclaration le 20. Et j'imagine certainement, je ne suis pas dans les secrets des dieux, c'est pour aussi, pourquoi pas boycotter ces législatives. Ce qui n'est pas une bonne chose, parce qu'il faut toujours accepter, affronter même un pouvoir qui, on le sait, manipule un petit peu le jeu électoral, mais il faut se donner une certaine audience auprès du public, mais aussi à l'international. Et je sais très bien que dans le contexte actuel marqué par tout ce qui se passe en Europe ou alors dans le Moyen-Orient, les yeux de la communauté internationale ne sont nullement braqués sur les pays africains, notamment un pays comme le Tchad. On a vu comment la présidentielle s'est passée, donc je crois qu'il n'y a franchement pas à attendre mieux. Alors, Franck, peut-on penser que le boycott pourra changer les résultats finaux de cette élection, de ces élections législatives? Bon, je ne pense pas. Lorsqu'on boycotte l'élection, nous connaissons très bien la réalité chez nous en Afrique. Beaucoup de pays
vivent déjà ces genres de scénarios où même quand on boycotte, si le pouvoir en place tient vraiment à organiser ces élections, ils vont aller jusqu'au bout. Donc, et puis, nous savons très bien que la politique, la chaise vide, souvent n'a jamais payé. Et ce que l'opposition devrait faire, c'est vrai, peut-être de s'engager. C'est vrai que parfois les raisons sont fondées. Je pense que l'opposition tchadienne joue d'abord à une certaine compassion, parce que la situation des pluies diluviennes avec des dégâts que cela cause, ce ne sont pas seulement les dégâts démographiques, ou je peux dire peut-être géographiques, mais c'est beaucoup plus aussi des dégâts humains, parce qu'il y a eu déjà ces inondations, ça fait quand même plus de environ, on compte pour l'instant 300 morts et près de 2 millions de sinistrés. Et je pense que l'opposition, en voulant opter pour le boycott, c'est d'abord exprimer sa compassion. Et puis nous savons très bien, comme a été rappelé dans le reportage, que il les exige la révision du fichier électoral. Et puis ils exigent aussi qu'il y ait un consensus entre les différents partis, que ce soit les partis du pouvoir, sinon les partis de la majorité, les partis de l'opposition. Et pour déjà les 15 partis politiques de l'opposition qui déjà a donné son intention de pouvoir boycotter ces échéances électorales. Il s'agit des élections législatives, les communales et puis les provinciales. Et pour eux, ils se disent que déjà ce fichier électoral, ça date de plus de 20 ans. Donc ils pensent que aller dans ce sens, surtout qu'ils ont changé un peu, si on peut le dire, une forme de régime, même si c'est le même régime qui continue sous une autre forme, mais je crois que les temps quand même ont changé et le pays quand même aussi a eu un peu une augmentation de la population. Donc, et ils pensent que ce fichier doit être révisé et qu'ils doivent avoir toutes les garanties des organisations des élections justes et transparentes. Donc, c'est vrai que lorsqu'on analyse les choses, déjà, le président Mahamat Idriss Déby a déjà confirmé que l'élection ne sera pas donc les élections ne seront pas reportées. Donc, ce seront maintenues le 29 décembre. Je ne sais pas si on pourrait peut-être vivre un scénario disons d'un ras-le-bol, mais là, il faut mettre à contribution peut-être la population est-ce que la population est pour ces partis politiques, les 15 surtout? Bon, en fait, le président des transformateurs Succès Masra, déjà, lui, il est dans l'incertitude puisqu'il n'a pas encore montré sa décision définitive s'il ira à l'élection ou pas. Mais je pense que ça reste, il y a beaucoup de suspense, mais après, je pense que le pouvoir en place tient à ce que ces élections-là se tiennent. Ok, il y a beaucoup de suspense et les élections auront bel et bien lieu le 29 et nous allons tous suivre ce que donneront les résultats. N'oublions pas que l'opposition avait déjà pris part à l'élection présidentielle. Attendons le 29 ce que ça donnera. Bien, par ces mots, nous mettons fin à notre premier sujet. C'était donc là notre premier sujet et nous allons aborder le deuxième relatif au cumul d'arriérés des salaires dans les mairies du Congo. Nous pouvions nous permettre de dire trop, c'est trop. C'est dans la salle de la mairie centrale que les agents municipaux de la ville de Pointe-Noire ont lancé un préavis de grève à cause de 10 mois de salaire impayé. Cette décision a été actée au cours de cette assemblée générale de l'intersyndicale après moult négociations qui sont restées lettres mortes. Pour ce faire, ils exigent le paiement de 4 mois de salaire de juin à septembre de cette année. Des salaires des mois de juin, juillet, août et septembre 2024. Déposé le 4 septembre 2024, vu la lettre de rappel déposée le 19 septembre 2024, vu le non-aboutissement des négociations du 24 septembre 2024, vu le préavis de grève
déposé en date du 7 octobre 2024, l'Assemblée générale, après avoir constaté la mauvaise foi et le refus du bureau exécutif à satisfaire aux revendications des agents municipaux qui sont plongés de force dans une pauvreté sans égale, décide du déclenchement d'une grève illimitée à compter du mercredi 23 octobre 2024 à 6h20. Par conséquent, l'Assemblée générale met en garde toute personne physique ou morale contre toute velléité de récupération politique aux souffrances des agents municipaux. Lors de cette assemblée générale, le président de l'intersyndicale a appelé ses agents à l'unité en vue de combattre les maux qui gangrènent la municipalité de Pointe-Noire. Nous avions jusque-là été dans la largesse. Nous avions accepté tout pour aboutir à cette grève. Et s'il vous plaît, nous devrions être comme les doigts de la main, ensemble, unis pour la réussite de cette grève. Cet avis de grève illimité annoncé rentrera en vigueur à partir du mercredi 23 octobre 2024. Nous avons vu cet élément. Quand nous regardons, nous pouvons dire que toutes les mairies du Congo ont des arriérés de salaire. 76 mois pour la mairie de Dolisie et la Pointe-Noire affiche 10 mois, sans compter les autres mairies. Alors, Franck, c'est une situation difficile pour les pères de famille de faire face aux obligations qui leur reviennent, surtout que nous sommes à la veille de la rentrée scolaire. Justement, c'est une situation que je pourrais dire même extrêmement difficile parce que lorsqu'on n'a pas son salaire pendant déjà une dizaine de mois, je pense que on a la corde au cou, on ne sait pas comment faire face à des charges sociales. Et vous voyez déjà que surtout on est rentré dans une phase de rentrée scolaire et c'est certainement pour ces agents municipaux, ils ont eu beaucoup de mal à préparer et acheter des kits scolaires pour leurs enfants. Bon, je sais pas comment ils se sont débrouillés pour s'en sortir. C'est là où puisque déjà l'éducation chez nous elle est obligatoire, donc ils se sont. Mais vous savez que cette situation, c'est vrai que c'est lié au déficit, sinon à la récession économique que le Congo connaît depuis déjà. Je peux me dire 2014, parce que c'est au moment où déjà on commençait déjà à sentir, à replonger un peu dans cette crise économique et financière. Mais je pense arriver jusqu'à, vous voyez par exemple la situation de Dolisie arriver jusqu'à 76 mois derrière le salaire. Ça vous donne des frissons, on dit mais comment on peut en arriver là alors qu'on pouvait quand même donner peut-être une petite partie, parce que les solutions, c'est vrai qu'on les trouve de façon graduelle, mais c'est difficile quand même à comprendre qu'on arrive jusqu'à 76 mois. C'est vrai que c'est pas de façon automatique, sinon de façon successive. Et c'est très compliqué. De Pointe-Noire, 10 mois d'arrivée. Vous voyez, dans la partie nord du pays, vous voyez, Ouesso, ils sont autour de 50 mois d'arrière de salaire. Et Moussenjo, voilà. Moussenjo, c'est vrai qu'on est dans la partie sud du pays. Mais toutes les mairies, comme vous l'avez dit, vivent ces situations-là de façon compliquée. Mais il revient de la responsabilité du gouvernement d'apporter quand même un peu de l'oxygène en trouvant, même si on peut pas tout payer, mais au moins donner quand même le quart, sinon 10% de ce qui devait leur revenir, je pense. Albert, une situation difficile pour les... Très difficile, très difficile, et d'autant plus que nous sommes dans un contexte de décentralisation, un contexte où les mairies ne peuvent même pas faire, disons, usage des recettes qu'elles engrangent parce que tout doit être reversé au trésor public. Et donc faire en sorte que justement une mairie qui rassemble 10 000 francs, eh bien injecte 10 000 francs dans
le processus qui va desserrer les étreintes sociales telles que le paiement régulier des salaires. Ça, c'est donc une situation très difficile. Et elle est d'autant plus difficile que aucune mairie ne sert d'exemple, ne servirait d'exemple, parce que même Brazzaville est astreint à ce genre de choses compliquées et avec des annonces de détournement à gauche, à droite, ça ne prépare pas des lendemains faciles. Oui, cette situation est-elle due parce que il n'y a pas assez d'argent ou c'est parce que les salaires ne sont pas budgétisés de ces mairies-là? Je pense que Alphonse Ndongo va nous le préciser tout à l'heure, mais je pense que les deux situations se combinent quelque part. Mais dire qu'il n'y a pas assez d'argent, c'est pour un État responsable, c'est une incongruité, c'est une chose un peu étonnante, puisque les mairies sont des administrations qui tournent 24 heures sur 24, qui engrangent des recettes fiscales, des recettes aux morgues, des recettes au cadastre. Nous savons tous comment cela se passe. Donc il y a ça. Alors budgétiser les salaires, je ne sais pas quelle est la solution la meilleure, mais c'est une mauvaise gestion. Voilà, il ne faut pas compliquer les choses pour le plaisir de les compliquer. Alphonse, comment peut-on arriver à cette situation au point où on est 76 mois sans être payé? Est-ce qu'il y a une explication à cela? Il manque de mots. Je pense que mes collègues ont déjà utilisé les mots forts. Je ne pourrais plus en trouver d'autres. Il est inadmissible qu'on soit ici à 76, à 10, à 50, à 15, bref. Ce sont, n'est-ce pas, des chiffres qui font froid dans le dos. Et il y a tout lieu de se demander comment vit ce personnel. À ce que je sache, les mairies sont pourvoyeuses de menus recettes. À travers ce qu'Albert a essayé de dire, vous avez une fiscalité municipale qui est appliquée pratiquement à toutes les structures ou établissements de commerce qui exercent sur leur domaine de compétences territoriales. Cela est généralement mobilisé et ça converge, n'est-ce pas, vers la recette principale, comme c'est le cas de la mairie de Pointe-Noire. Bon, et on sait très bien qu'il y a une subvention qui vient en appoint, qui est donc supportée par l'État. Tenant compte des difficultés financières qui sont celles de l'État aujourd'hui, ou même lorsque la mairie a peut-être fait converger certaines menus recettes, certaines bien sûr, parce que souvent une partie est détournée au trésor, le problème est que dans le trésor se retrouve face à la difficulté de mobiliser des ressources qui sont destinées à autre chose que en oubliant évidemment donc ce qui contribue à renflouer ces caisses. Donc les mairies souffrent de ce problème. Où se trouve le problème? Je pense qu'il faut aujourd'hui créer des vrais mécanismes qui permettent aux mairies, parce qu'aucune ne fait exception dans le cadre de tout ce que nous vivons aujourd'hui, il faut dans le cadre de cette décentralisation créer des mécanismes qui permettent que les recettes qui sont donc mobilisées par les différentes administrations de la mairie, parce qu'il y a beaucoup d'administrations là-bas, la mairie fait de l'argent, hein. Je vous ai parlé de la fiscalité municipale. Vous avez à l'intérieur les permis d'occuper qui sont aussi délivrés par la mairie. Tout ça, c'est de l'argent. Autant de choses qui devraient faire que il y ait quand même là-bas un regard beaucoup plus, je ne sais pas, du haut, n'est-ce pas, ceux qui ont en charge la gestion des finances ou des budgets, qui ait vraiment un regard, parce que les mairies vivent quasiment les mêmes problèmes que vivent les hôpitaux aujourd'hui. Vous apprenez dans tel hôpital, bon, tel directeur a été interpellé à la CID, ainsi de suite. C'est parce que là aussi, il y a un manque de rigueur dans la gestion des menus recettes. Et je n'ai pas de preuves,
peut-être qu'il va falloir qu'on mette parfois des audits pour savoir à quoi ont servi les différentes recettes mobilisées, mais aussi les subventions que l'État accorde, même si l'État les accorde à dose homéopathique, tenant compte de la situation financière qui est le sien aujourd'hui. Donc, il y a là-dedans à la fois des détournements, mais aussi la mauvaise gestion de ceux qui, n'est-ce pas, sont à la tête de nos mairies. Si vous arrivez dans certaines mairies, moi je ne cite pas de nom, vous verrez que ceux qui sont vraiment au niveau du gouvernorat, ou bien du directoire, disons ça comme ça, ils ont, n'est-ce pas, ils sont à l'abri des menus, des besoins, tandis que ceux qui sont, n'est-ce pas, dans le 3e, 4e cercle, évidemment, ce sont ceux-là qui subissent vraiment les arriérés de salaire. Donc, il y a comme une façon de travailler de 2 poids, 2 mesures à l'État, qui donc a décidé de mettre la question de la décentralisation dans la gestion des mairies, de savoir comment est-ce que on doit maintenant mieux vérifier et contrôler ce qui se fait au niveau des mairies. Une mairie peut faire vivre son personnel sans dépendre de la subvention de l'État. Une mairie, certaines mairies, je n'ai pas dit toutes, il y a des mairies, notamment Brazzaville, Pointe-Noire, pour ne parler que de ces grandes villes, peuvent faire vivre, payer, supporter les charges incompressibles et ne rien attendre de la subvention de l'État. Or, le fait qu'on attend la subvention de l'État amène aussi des détournements en disant, bon, ce menu recette, de toute façon, on attend la subvention et on peut s'en servir. Ok, les mairies peuvent se gérer avec leur propre argent. Alors, comme a dit Alphonse, certaines mairies, et je pense que le mieux serait d'aller explorer cette piste. Nous arrivons donc à une pause, donc je vous invite à prendre une pause publicité et nous allons nous retrouver bien après.